Le détail qui change tout. Il y a dans la vie quelque chose de curieux. Quand on refuse tout le reste, on obtient souvent ce que l'existence a de meilleur à donner. Somerset Maugham. Il roulait sur l'autoroute à 120 km/h, lorsque cela se produisit. Sur le bas-côté, quelque chose attira son attention, et quand il se retourna pour regarder à nouveau dans le sens de la marche, il ne lui restait plus qu'une seconde pour réagir. Il était presque trop tard. L'énorme poids lourd qui le précédait avait pilé de manière tout à fait imprévisible. Réagissant aussitôt pour tenter d'échapper au désastre, il fit faire à sa moto une glissade qui lui parut interminable et, comme dans une séquence de film au ralenti, alla s'encastrer sous le camion. Le bouchon du réservoir de la moto sauta en l'air. Alors le pire se produisit. L'essence se mit à couler et s'enflamma. Ensuite, il se souvient seulement de s'être réveillé dans un lit d'hôpital, avec une douleur cuisante, incapable de bouger et osant à peine respirer. Il a les 3/4 du corps couvert de terribles cicatrices de brûlures au 3e degré. Et pourtant, il refuse de baisser les bras. Il se bat pour survivre et recommence à exercer son métier jusqu'au jour où il est frappé par un nouveau coup du sort. Un accident d'avion qui fera de lui un hémiplégique. Il se produit dans toute vie des événements qui mettent à l'épreuve l'ensemble de nos ressources. Un moment où l'existence paraît injuste. Un moment où notre foi, nos valeurs, notre patience, notre compréhension, notre endurance sont poussés à leurs limites et même au-delà. Certains individus profitent de ces occasions pour devenir meilleurs. D'autres laissent ces expériences les détruire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les réactions des êtres humains devant les grandes épreuves? Moi, oui. J'ai toujours été fasciné par ce qui pousse les êtres à réagir comme ils le font. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai cherché à découvrir ce qui place certaines femmes et certains hommes en marge de leur père. Qu'est-ce qui fait les meneurs, les créateurs? Comment expliquer qu'il y ait tant de personnes sur Terre qui mènent une vie heureuse malgré d'innombrables difficultés, pendant que d'autres qui semblent tout avoir ne connaissent que le désespoir, la colère et l'abattement? Laissez-moi vous conter l'histoire d'un autre homme, et voyons ce qui les distingue tous les deux. La vie du deuxième semble beaucoup plus réussie. Il s'agit d'un comédien fabuleusement riche, extrêmement doué, toujours entouré d'une cour nombreuse. À 22 ans, il est membre de la célèbre troupe Second City de Chicago, dont il devient presque aussitôt la vedette. Puis, il est une des stars de la télévision des années 70 et l'une des plus grandes vedettes du cinéma américain, à qui chaque rôle rapporte des millions de dollars. Il se lance dans la musique et y obtient aussitôt un succès instantané. Il a des dizaines d'amis qui l'admirent, il est heureux en ménage et possède des résidences splendides à New York et en Californie. Il semble posséder tout ce qu'un individu pourrait demander. Lequel de ces deux hommes voudriez-vous être? On a peine à croire que quiconque puisse préférer la première existence à la deuxième. Mais permettez-moi maintenant de vous en dire un peu plus sur ces deux personnages. Le premier est l'un des êtres qui possède le plus de force, de vitalité, et qui est le mieux réussi que je connaisse. Il s'appelle W. Mitchell. Il est vivant et bien vivant, et habite le Colorado. Depuis son terrible accident de moto, il a connu plus de succès et de joie que la plupart des gens dans toute une vie. Il a su nouer des liens personnels extraordinaires avec certains des personnages les plus influents des États-Unis. Ses affaires lui rapportent des millions. Il s'est même présenté aux élections au Congrès malgré les terribles marques qu'il porte au visage. Le slogan de sa campagne ? « Et élisez-moi, ça vous changera de tous ces visages angéliques ». Il a une relation extraordinaire avec une femme merveilleuse et a fait joyeusement campagne pour le poste de vice-gouverneur du Colorado. Le deuxième personnage est quelqu'un que les Américains connaissent bien. Il s'appelle John Belushi. Ce fut l'un des comédiens les plus célèbres de notre temps, dont la réussite a défrayé la chronique des années 70. Belushi apporta la joie à des millions d'individus, sauf à lui-même.
Quand il mourut à l'âge de 33 ans de ce que le médecin légiste décrivit comme un cas d'intoxication aiguë par abus de cocaïne et d'héroïne, peu furent surpris parmi les gens qui le connaissaient. Cet homme, malgré ce qu'il avait réussi, était devenu un drogué invétéré et vieilli avant l'âge. Extérieurement, il avait tout. Intérieurement, il tournait à vide depuis des années. Les exemples analogues abondent. Avez-vous jamais entendu parler de Pete Strudwick? Né sans main ni pied, il a fini par devenir un coureur de marathon qui a déjà parcouru plus de 40 000 kilomètres. Pensez à l'histoire étonnante de Helen Keller, ou à celle de Candy Lightner, la fondatrice de la Ligue des mères contre l'alcool au volant. Victime d'une horrible tragédie, la mort de sa fille renversée par un conducteur ivre, elle a fondé une association qui a sauvé des centaines et peut-être des milliers de vies. À l'autre extrême, pensez à des gens comme Marilyn Monroe ou Ernest Hemingway, individus qui ont connu un extraordinaire succès et ont fini par se détruire. Demandez-vous maintenant quelle différence il y a entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à surmonter des difficultés inimaginables et font-elles de leur vie un triomphe alors que d'autres, doués de tant d'atouts, font de leur vie un désastre? Pourquoi certains individus acceptent-ils toutes les expériences et les utilisent-ils à leur profit, alors que d'autres les retournent contre eux-mêmes? Qu'est-ce qui distingue W. Mitchell et John Bellucci? Quel est ce détail qui change tout? J'ai été obsédé par cette question toute ma vie. J'ai grandi dans un milieu où les ressources économiques étaient limitées, et je sais que cette expérience a suscité en moi beaucoup de frustration. Mais elle m'a aussi rendu infiniment curieux. J'ai vu des gens qui possédaient toutes sortes de richesses, physiques, sociales, affectives et professionnelles. Et j'ai voulu savoir pourquoi ils possédaient des choses que je n'avais pas. Il m'arrivait parfois de perdre le sommeil à force de me demander pourquoi certains avaient tant et d'autres si peu. Je voulais absolument comprendre, et c'est cette recherche qui a entièrement orienté ma vie. Une chose paraissait indéniable. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais la façon dont nous nous le représentons et dont nous y réagissons. Que faisons-nous quand il pleut un jour de pique-nique? Que faisons-nous quand ça va mal malgré tous nos efforts? Les gens qui réussissent ne rencontrent pas moins de problèmes que ceux qui échouent. Les seuls individus sans problème reposent dans les cimetières. Ce n'est donc pas ce qui nous arrive qui distingue nos réussites de nos échecs. C'est la façon dont nous le percevons et dont nous réagissons à ce qui arrive qui change tout. Il n'y a pas très longtemps, je me trouvais sur une plage de Hawaï quand une énorme vague arriva et submergea 2 enfants avec une force incroyable. Tout le monde sur la plage observa l'incident avec inquiétude. Les 2 enfants firent surface et regagnèrent la plage tant bien que mal. Le premier se mit aussitôt à brailler et à réclamer sa mère, l'autre se tourna vers les vagues et éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre eux? Tous 2 avaient vécu la même expérience et déployé les mêmes ressources physiques pour y faire face. Mais chacun décida de se représenter l'événement d'une certaine façon. Ce qui distingue les gens, c'est la manière dont ils se représentent leur expérience, la manière dont ils choisissent de communiquer avec eux-mêmes. Voilà ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Vous savez peut-être comment Julio Iglesias est devenu l'un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps. Il n'avait pas prévu de devenir chanteur, mais joueur de football ou avocat. On lui refusa même de chanter dans la chorale de son lycée. À l'âge de 20 ans, il eut un terrible accident de voiture. On lui annonça qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Il resta 1 an à l'hôpital où une infirmière lui fit cadeau d'une guitare. C'est à ce moment-là qu'il commença à développer son talent. À l'heure actuelle, ses chansons sont enregistrées en 8 langues et écoutées dans plus de 60 pays. On joue même un air de lui quelque part dans le monde toutes les 30 secondes. Pas mal pour un garçon qui était censé mourir ou rester paralysé à vie. Comme W. Mitchell, comme Pete Strudwick, il ne partit pas d'une réussite éclatante. Il partit d'une tragédie personnelle.
Mais il choisit de se représenter la situation sous le meilleur jour possible. Et, à partir de là, il fit de sa vie un triomphe. Qu'est-ce donc qui distingue W. Mitchell de John Bellucci? Les deux gosses sur la plage. Qu'est-ce qui a rendu possible la réussite de Julio Iglesias? La manière dont les gens communiquent avec eux-mêmes constitue le fil dont sont tissées toutes les réussites. On peut considérer chaque expérience comme un coup fatal ou comme un défi, comme un échec ou comme un point d'appui. Ceux qui réussissent se font bousculer par une vague et en tirent une leçon pour se faire porter par la suivante. Ils bravent les frimas de l'hiver parce qu'ils savent que juste après vient le printemps. Ils ont conscience de ce que leurs actions déterminent le cours de leur existence et de ce qu'en modifiant ces actions, à la fois mentales et physiques, ils peuvent transformer leur vie. Quand W. Mitchell apprit que 75% de son corps était couvert de brûlures au 3e degré, il pouvait choisir d'interpréter cette information de différentes façons. Y voir une raison de mourir ou décider d'envoyer à son cerveau n'importe quel autre message. Il choisit de se dire que cet événement s'était produit à dessein et qu'il lui fournirait un jour l'occasion d'en tirer de grands avantages dans sa quête de la réussite. Il se constitua ainsi un ensemble de convictions et de valeurs qui fournirent une orientation à sa vie dans le sens du bénéfice et non de la tragédie, même après qu'il se fût retrouvé paralysé. Comment Pete Strudwick est-il parvenu à courir le Pikes Peak, l'un des marathons les plus difficiles du monde, alors qu'il n'avait ni pieds ni mains? C'est simple. Il maîtrisa sa façon de communiquer avec lui-même. Quand son corps lui transmettait des signaux qu'il avait dans le passé interprétés comme une limite, une douleur, une fatigue, il leur donnait une signification nouvelle et poursuivait la communication avec son système nerveux d'une façon qui lui permettait de continuer à courir. Le type de comportement que nous adoptons résulte de l'état neurophysiologique dans lequel nous sommes. Cet état peut nous doter d'un pouvoir ou nous mutiler, mais c'est nous qui le créons, et non l'environnement extérieur. Les deux enfants ont été renversés par la même vague. L'un s'est senti démoralisé, l'autre galvanisé. Est-ce la vague qui les a mis dans cet état? Non. Si cela avait été le cas, ils auraient réagi de la même façon. Ce qui a compté, ce n'est pas la vague, mais la représentation qu'ils s'en sont faite et l'état intérieur que cette représentation a produit. L'essentiel à noter ici, c'est qu'ils ont produit eux-mêmes l'effet qu'ils ont ressenti. Certes, l'environnement a servi de stimulus, mais c'est la manière dont ils se sont représentés ce stimulus qui en a déterminé le sens, bon ou mauvais, une leçon à tirer, une occasion de pleurer, de rire ou de s'enthousiasmer. J'aurais tendance à penser que la principale distinction entre les gens réside dans le choix de la perception des événements. Le détail qui change tout, c'est la façon dont les gens choisissent de réagir par rapport à ce qu'ils voient, entendent et ressentent. Comment communiquons-nous avec nous-mêmes? La communication s'établit grâce à la manipulation d'une partie de notre système nerveux. C'est principalement à travers les images que nous formons dans notre esprit ce que nous nous disons à nous-mêmes, notre façon de nous tenir, de respirer et de faire jouer nos muscles que nous donnons un sens à ce que nous éprouvons. Vous découvrirez dans ce livre une série de moyens simples de transformer la manière dont vous utilisez votre esprit et votre corps et de jouer du même coup sur vos sensations et votre comportement. Ces transformations peuvent s'opérer rapidement et sans douleur, même si les types de sensations et de comportements que vous souhaitez modifier sont devenus des habitudes. Beaucoup de gens passent leur temps à réfléchir, à se dire « Ah, si je pouvais changer les conditions matérielles de ma vie. Ah, si j'avais plus d'argent et plus de temps. Ah, si j'avais une plus belle maison et plus d'amis, je serais plus heureux. » Contrairement à la croyance populaire, l'abondance de biens ne garantit pas un sentiment de bonheur ni de réussite personnelle. J'ai travaillé avec des clients dont la fortune se calcule en centaines de millions de dollars, qui sont entourés de gens qui s'occupent d'eux et dont le travail a amélioré la vie de millions de personnes. Pourtant,
malgré les signes extérieurs de leur réussite. Ces gens étaient malheureux ou totalement déprimés. Se trouvant isolés, ils se donnaient souvent à l'alcool ou à la drogue afin de modifier leur perception. Ils découvraient toutefois que ce changement n'était que temporaire, car quand l'effet de la drogue s'estompait, ils se retrouvaient avec la même stratégie de perception, et leur mode de communication avec eux-mêmes recréait les sensations qu'ils avaient essayé d'éliminer à l'aide de la drogue. Ils n'étaient pas conscients que les changements durables s'opèrent en adoptant des modes de communication de l'intérieur, des schémas qui apportent la joie et l'amour sans action biochimique. Les vies d'hommes et de femmes comme John Belushi, Marilyn Monroe, Elvis Presley et Howard Hughes montrent clairement combien on a tort de croire que l'abondance extérieure fournit un remède à la pénurie intérieure. Si donc vous vous surprenez en train de vous dire « Je serais heureux si seulement… » Arrêtez et rappelez-vous que le bonheur, la joie et le plaisir sont des sensations que l'on crée en communiquant avec soi-même. Elles ne dépendent pas de l'environnement. Et vous pouvez les créer immédiatement en modifiant la façon dont vous utilisez votre système nerveux. Je ne cherche pas à dire qu'il est bon de vivre dans la misère, parce qu'on a le pouvoir de percevoir les choses de la manière que l'on choisit. Je ne dis pas non plus qu'il ne peut y avoir que des moments de bonheur, où l'on aime tout ce qui nous arrive. Je crois que toute émotion est importante dans son contexte. La vie est un équilibre. L'expérience de l'abondance à tous les niveaux, affectif, social, spirituel, physique et matériel, est un défi passionnant à relever. Vous avez le choix de vos sensations et de votre action dans toutes les situations. Il n'existe pas de limite dans le choix de nos perceptions, à l'exception de celles que nous nous imposons. Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Henry Thoreau. Il existe un moyen simple de réussir qui consiste à observer les états et les représentations intérieures qui conduisent au succès et à apprendre à les reproduire. Si un état particulier produit tel effet sur quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'il produise le même effet sur nous. Dans ma recherche personnelle de l'épanouissement, je me suis engagé sur toutes les voies que j'ai rencontrées. J'ai étudié toutes les thérapies, toutes les techniques de pensée positive, toutes les formes de développement spirituel. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à avoir la nausée. Tout ce que je trouvais semblait une variante de 3 méthodes principales. La pensée positive, une forme de thérapie de décharge émotionnelle, comme le cri primal, ou le mysticisme oriental. Toutes avaient leurs vertus, mais aucune ne semblait exactement correspondre à ce que je recherchais. Puis, je suis tombé sur une science connue sous le nom de programmation neurolinguistique, en abrégé PNL. La PNL est l'étude de la façon dont le langage, à la fois verbal et non verbal, affecte le système nerveux. Toute action dépend de notre capacité à diriger notre système nerveux. Les gens qui produisent des effets remarquables sont ceux qui réussissent à établir des communications particulières avec et à travers leur système nerveux. La PNL étudie la façon dont les individus communiquent avec eux-mêmes pour provoquer les états les plus féconds et offrir ainsi le plus grand choix de comportements possible. Même si le terme de programmation neurolinguistique décrit bien la science qu'il désigne, il fournit peut-être aussi la raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler jusqu'ici. Dans le passé, cette science était surtout enseignée aux thérapeutes et à un petit nombre de cadres supérieurs triés sur le volet. Quand on m'en a parlé pour la première fois, j'ai aussitôt compris que c'était quelque chose d'entièrement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. J'ai vu un praticien opérer avec une femme qui était en traitement depuis plus de 3 ans pour symptômes phobiques, et en moins de 3/4 d'heure, la phobie avait disparu. J'ai mordu à l'hameçon. J'ai décidé de tout apprendre sur le sujet. À propos, on obtient souvent le même résultat en 5 ou 10 minutes. La PNL fournit un cadre systématique permettant de diriger son propre cerveau. Elle nous enseigne à contrôler non seulement nos états et nos comportements, mais aussi les états et les comportements des autres. En bref, c'est la science de la gestion optimale de l'esprit visant à produire les résultats que l'on désire. La PNL fournissait exactement ce que je recherchais.
la clé permettant de comprendre par quel mystère certaines personnes réussissent à obtenir ce que j'ai appelé les résultats optimaux. Si un individu est capable de se réveiller le matin, vite, facilement, en se sentant plein d'énergie, c'est un résultat qu'il a produit lui-même. La question qui se pose alors est de savoir comment il y a réussi. Étant donné que les résultats sont toujours le produit d'actions, quelle action mentale ou physique engendre le processus neurophysiologique du réveil rapide et facile? Un des présupposés de la PNL est que nous avons tous le même système neurologique. Si donc quelqu'un dans le monde a réussi à faire une chose, vous devez pouvoir en faire autant, à condition d'utiliser votre système nerveux exactement de la même manière. Le processus qui consiste à découvrir exactement ce que font les autres pour obtenir un résultat particulier s'appelle l'imitation. Je le répète, ce qui est possible aux autres vous est possible. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous réussirez à obtenir les mêmes résultats que les autres, mais de vous demander comment ils y sont parvenus. C'est une simple question de stratégie. Si vous connaissez quelqu'un qui est passé maître dans l'art d'épeler les mots, il existe un moyen de l'égaler en 4 ou 5 minutes, en vous modelant sur lui. Vous apprendrez cette technique au chapitre 7. Si quelqu'un que vous connaissez communique parfaitement avec ses enfants, vous pouvez en faire autant. Si quelqu'un se réveille facilement le matin, vous pouvez le faire aussi. Il vous suffit, dans chaque cas, de copier la façon dont les autres contrôlent leur système nerveux. Il est évident que certaines tâches sont plus compliquées que d'autres et demandent parfois plus de temps à intégrer, puis à reproduire. Si toutefois vous êtes suffisamment motivé et si votre conviction continue à vous soutenir tout le temps que durera votre adaptation, presque tout ce que fait un être humain peut être imité. Dans de nombreux cas, il arrive qu'une personne ait passé des années à tâtonner pour trouver le moyen spécifique d'utiliser son corps ou son esprit afin d'obtenir tel ou tel résultat. Mais vous pouvez entrer dans la danse, imiter les actions qui ont exigé des années de perfectionnement et obtenir le même résultat en quelques instants, quelques mois. En tout cas, en un temps bien moindre que celui qui a été nécessaire à la personne que vous souhaitez imiter. Les deux hommes qui sont à l'origine de la PNL s'appellent John Grinder et Richard Bandler. Grinder est un linguiste éminent. Bandler est mathématicien, praticien de la gestalt-thérapie et informaticien. Tous deux ont décidé de mettre leurs talents en commun pour se consacrer à une tâche exceptionnelle. Établir des modèles à partir d'individus s'étant révélés les meilleurs dans leur spécialité. Ils se mirent donc à la recherche de personnes qui s'étaient montrées particulièrement efficaces pour opérer ce qu'à leur avis, tant d'êtres humains désirent, un changement. Ils observèrent des individus, hommes d'affaires, thérapeutes, etc., qui avaient réussi afin d'analyser les méthodes qu'ils avaient mises au point après des années de tâtonnement. Bandler et Grinder sont surtout connus pour l'élaboration d'un certain nombre de schémas efficaces d'intervention comportementale qu'ils ont codifiés en se basant sur les travaux du Dr Milton Erickson, un des plus grands hypnothérapeutes qui ait jamais existé, ainsi que sur ceux de Virginia Satir, extraordinaire thérapeute familiale, et de Gregory Bateson, anthropologue. Ils découvrirent par exemple comment Satir avait réussi à résoudre systématiquement des problèmes relationnels devant lesquels d'autres thérapeutes avaient échoué. Ils découvrirent les modèles d'action qu'elle utilisait pour produire certains effets. Puis ils enseignèrent ces modèles à leurs étudiants, qui furent aussitôt en mesure de les utiliser et d'obtenir des résultats de la même qualité, sans même avoir derrière eux les années de pratique de la célèbre thérapeute. Semant les mêmes graines, ils engrangeaient les mêmes récoltes. Tout en travaillant avec les schémas fondamentaux qu'ils avaient modelés sur les 3 mètres, Bandler et Grinder se mirent à créer leurs propres schémas et à les enseigner. L'ensemble de ces modèles forme ce que l'on appelle la programmation neurolinguistique. Ces deux génies ont toutefois fait beaucoup plus que nous fournir une série de modèles efficaces du changement. Ils nous ont offert une vision systématique des moyens permettant de reproduire toute forme d'accomplissement humain en un très court laps de temps. Leur réussite est légendaire. Néanmoins, bien que les outils fussent disponibles, beaucoup de gens se contentèrent d'étudier leur modèle de changement affectif ou comportemental,
mais ne trouvèrent jamais en eux-mêmes suffisamment de ressources personnelles pour les utiliser de manière efficace et cohérente. Une fois encore, le savoir ne suffit pas, c'est l'action qui produit des résultats. J'ai lu tous les ouvrages que j'ai pu trouver sur la PNL, et bien peu étudie le processus de l'imitation. Or, pour moi, l'imitation est la voie royale de la réussite. Si, en effet, quelqu'un au monde obtient le résultat que je recherche, j'estime être en mesure de l'obtenir moi aussi, à condition, évidemment, d'y consacrer le temps et les efforts nécessaires. Et si vous désirez réussir, la seule chose que vous ayez à faire consiste à trouver le moyen d'imiter ceux qui ont réussi avant vous, c'est-à-dire à découvrir quelles actions ils ont entreprises et en particulier comment ils ont utilisé leur cerveau et leur corps pour obtenir les résultats que vous cherchez à reproduire. Si vous voulez devenir meilleur comme ami, comme parent, comme athlète, comme chef d'entreprise, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver des modèles. Ceux qui transforment le monde sont souvent des imitateurs professionnels, des gens qui ont maîtrisé l'art d'apprendre tout ce qu'ils veulent en s'inspirant de l'expérience des autres plus que de la leur. Ils disposent ainsi d'un moyen de gagner du temps. Si l'on examine la liste des best-sellers publiés par le New York Times, on note que la plupart des livres qui sont en tête de liste donnent des modèles à suivre pour se perfectionner dans un domaine particulier. Le dernier ouvrage de Peter Drucker s'intitule « Innovation et esprit d'entreprise ». Dans ce livre, Drucker esquisse les diverses actions à mener pour devenir un chef d'entreprise efficace et un innovateur. Il démontre très clairement que l'innovation est un processus spécifique et volontaire. Il n'y a rien de mystérieux ni de magique dans la fonction de chef d'entreprise. Ce n'est pas un caractère génétique, c'est une discipline qui s'apprend. Tout cela ne vous dit rien ? On considère pourtant Peter Drucker comme le créateur de la pratique moderne des affaires à cause de ses modèles. Chef d'entreprise en 1 minute, The One Minute Manager de Kenneth Blanchard et Spencer Johnson est un modèle en matière de communication et de gestion des relations humaines. Cet ouvrage se fonde sur les exemples de certains des chefs d'entreprise les plus brillants des États-Unis. La recherche de l'excellence, In Search of Excellence, de Thomas Peters et Robert Waterman Jr., est évidemment un livre sur les modèles d'entreprise remarquables. La main tendue, A Bridge Across Forever, de Richard Bach, donne un autre point de vue, un nouveau modèle d'examen des relations interpersonnelles. Et la liste continue ainsi. Ce livre-ci contient pour sa part une série de modèles de contrôle de votre esprit, de votre corps et de votre façon de communiquer avec les autres pour le plus grand profit de toutes les parties prenantes. Mon objectif n'est toutefois pas seulement de vous enseigner des modèles de réussite, mais d'aller plus loin en vous apprenant à créer vos propres modèles. Vous pouvez enseigner à un chien des modèles qui amélioreront son comportement. Vous pouvez faire la même chose avec des êtres humains. Mais ce que je veux que vous appreniez, c'est un processus, un cadre, une discipline qui vous permette de reproduire des conduites remarquables dans n'importe quelle circonstance. Je veux vous enseigner certains des modèles les plus efficaces de PNL. En outre, je veux que vous deveniez plus qu'un simple spécialiste de la PNL. Un imitateur, quelqu'un qui s'empare de tout accomplissement et qui le fait sien, qui soit constamment à la recherche des technologies de la performance optimale, sans jamais s'attacher à des systèmes ou des modèles définis, mais qui au contraire recherche systématiquement des moyens nouveaux et efficaces d'obtenir les résultats qu'il désire. Rappelez-vous que la PNL est fondée sur l'idée que tout le monde a le même système neurologique, donc les mêmes ressources, et que la réussite peut être reproduite. Si quelqu'un est capable d'une chose, vous en êtes capable, vous aussi. Car ceux qui réussissent laissent derrière eux des indices. Ils répètent encore et encore un certain type d'action. Si vous les observez attentivement, si vous posez des questions, vous finirez par découvrir quelles sont ces actions. Il y a quelque temps, je faisais de la plongée au large de l'île Maui et je portais de lourdes bouteilles d'oxygène. Pourtant, je dus remonter plus tôt que les autres plongeurs parce que je manquais d'air. J'ai demandé à notre guide comment il faisait pour rester sous l'eau si longtemps.
et il m'a expliqué qu'il faisait durer son air en se créant mentalement une cage thoracique moins volumineuse que la sienne, en se disant que son cœur battait lentement et régulièrement et en accomplissant une série d'autres exercices de contrôle de sa physiologie. J'ai donc essayé d'appliquer son système, et à la plongée suivante, je suis resté au fond 5 minutes de plus. J'ai eu moins besoin d'air parce que, en imitant les gestes physiques et mentaux de mon guide, j'ai obtenu les mêmes effets que lui. Pour imiter la réussite, il faut se transformer en détective, en enquêteur. Il faut poser beaucoup de questions afin de découvrir tous les indices qui conduisent au succès. J'ai appris au meilleur tireur au pistolet de l'armée américaine comment améliorer son tir en découvrant les modèles exacts de réussite au pistolet. J'ai assimilé les talents d'un maître de karaté en observant ce qu'il pensait et ce qu'il faisait. J'ai aidé des athlètes professionnels et des athlètes olympiques à améliorer leurs performances. Et j'y suis parvenu en trouvant le moyen de copier précisément ce que faisaient ces hommes quand ils obtenaient leurs meilleurs résultats, puis en leur montrant comment déclencher ces performances à la demande. Bâtir à partir des réussites des autres est un des aspects fondamentaux de la plupart des apprentissages. Dans le monde des techniques, toute conception nouvelle d'une machine ou d'un ordinateur dérive de découvertes et de percées antérieures. Dans le monde des affaires, une société qui ne tire pas les leçons du passé est condamnée. Mais le monde du comportement humain est un des rares qui continue à opérer à partir de théories démodées. Beaucoup d'entre nous appliquent encore des modèles de fonctionnement du cerveau et de comportement qui datent du XIXe siècle. Nous collons l'étiquette « dépression » sur certains de nos états et nous nous sentons déprimés. À vrai dire, ces termes sont des prophéties dont la réalisation est quasi garantie. Or, ce livre enseigne une technique qui est directement disponible, une technique qui permet d'obtenir la qualité de vie que vous désirez. Et pourtant, c'est une méthode dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Bandler et Grinder ont découvert qu'il existe 3 mécanismes fondamentaux qui permettent de reproduire n'importe quelle forme de réussite humaine. Il s'agit en fait de 3 types d'actions physiques et mentales qui correspondent précisément à la qualité des résultats que nous obtenons. Imaginez-les sous la forme de 3 portes ouvrant sur une salle de banquet somptueuse. La première porte représente le système de croyance de l'individu en question. Ce à quoi il croit, ce qu'il estime possible et impossible, détermine en effet, dans une grande mesure, ce qu'il est capable ou incapable de faire. Que l'on se croit capable ou incapable de quelque chose, on a toujours raison, dit une vieille maxime. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Car quand on croit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, on envoie à son système nerveux des messages systématiques qui limitent ou suppriment notre capacité d'atteindre ce résultat. Si au contraire, on envoie des messages indiquant qu'on peut le faire, ces messages, en ordonnant au cerveau de produire certains résultats, créent la possibilité qu'ils se produisent. Si par conséquent, vous réussissez à imiter l'ensemble des convictions d'un individu, vous avez franchi le premier pas vers l'imitation de son action et la production de résultats identiques. Nous examinerons plus en détail les systèmes de croyance au chapitre 4. La deuxième porte représente la syntaxe mentale de l'individu. Il s'agit de la manière dont il organise sa pensée. La syntaxe est comme un code. Un numéro de téléphone est composé de 8 chiffres, mais vous devez les composer dans le bon ordre pour obtenir votre correspondant. Il en va de même lorsque vous désirez atteindre la partie de votre système nerveux qui vous aidera le plus efficacement à obtenir le résultat voulu. Même chose pour la communication. Souvent, les gens ne communiquent pas bien parce qu'ils utilisent des syntaxes mentales, des codes différents. Décryptez les codes et vous aurez franchi la deuxième porte qui conduit vers l'imitation de ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Nous étudierons la question de la syntaxe au chapitre 7. La troisième porte est la physiologie. Le corps et l'esprit sont entièrement liés. Votre façon de respirer, de vous tenir, votre posture, votre expression, la nature et la qualité de vos mouvements déterminent l'état dans lequel vous êtes. De même,
Cet état détermine le nombre et la qualité des comportements que vous êtes en mesure d'adopter. Nous parlerons de physiologie au chapitre 9. En fait, nous passons notre temps à imiter. Comment l'enfant apprend-il à parler? Comment un jeune athlète apprend-il avec un ancien? Comment un homme d'affaires en herbe apprend-il à structurer son entreprise? Voici justement un exemple d'imitation emprunté au monde des affaires. Il existe un moyen par lequel beaucoup de gens gagnent de l'argent et que j'appelle le décalage. Nous vivons dans une civilisation qui est suffisamment uniforme pour que ce qui fonctionne quelque part fonctionne aussi ailleurs. Si quelqu'un a réussi en montant un magasin de petits gâteaux au chocolat dans une galerie marchande de Détroit, il y a de fortes chances pour que la même affaire marche aussi dans une galerie marchande de Dallas. Pour gagner beaucoup d'argent, vous n'avez même pas besoin d'être particulièrement intelligent. Beaucoup de gens se contentent de trouver une affaire qui marche et de monter la même ailleurs avant que le temps de décalage ne soit écoulé. La seule chose à faire consiste à adopter une solution qui a fait ses preuves et à la reproduire, ou mieux encore, à l'améliorer. Pour ceux qui agissent ainsi, le succès est presque garanti. Les meilleurs imitateurs du monde sont les Japonais. Comment s'explique le miracle de l'économie japonaise? Par de brillantes innovations? Parfois. Si toutefois vous étudiez l'histoire de l'industrie japonaise des 20 dernières années, vous découvrirez que rares sont les grands produits qui ont vu le jour au Japon. Les Japonais se contentent souvent de reprendre des produits ou des idées nées aux États-Unis ou en Europe, qu'il s'agisse de voitures ou de semi-conducteurs, d'en conserver le meilleur et d'améliorer le reste. Anand Mohammad Khashoggi passe pour l'homme le plus riche du monde. Comment en est-il arrivé là? C'est simple. Il a imité les Rockefeller, les Morgan et autres détenteurs de grandes fortunes. Il a lu tout ce qui existait sur eux, étudié leurs idées, copié leurs stratégies, et fini par leur ressembler. Comment W. Mitchell a-t-il réussi non seulement à survivre, mais à prospérer après avoir subi la pire catastrophe qu'un homme puisse imaginer? Quand il était à l'hôpital, des amis lui ont lu des histoires racontant comment d'autres que lui avaient surmonté d'immenses difficultés. Il disposait ainsi d'un modèle positif et sut donner à ce modèle plus de force que toutes les expériences négatives qu'il était en train de vivre. Encore une fois, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils choisissent de voir et de faire à partir de ce que la vie leur offre. Grâce à ce procédé de l'imitation, j'ai commencé à obtenir immédiatement des résultats, pour moi et pour les autres. J'ai continué à rechercher des modèles de pensée et de comportement permettant de produire des effets remarquables en peu de temps. J'ai intitulé ces modèles combinés des techniques de performance optimale. Elles constituent le corps de ce livre. Mais je voudrais préciser une chose. Mon objectif n'est pas seulement de vous permettre de les maîtriser, mais de créer vos modèles personnels. John Grinder m'a appris à ne jamais trop croire à un système, car il existe toujours un cas où le système ne s'applique pas. La PNL est un outil puissant, mais ce n'est rien de plus. C'est un outil qui doit vous permettre de mettre au point vos propres techniques. Il n'existe pas de stratégie unique qui fonctionne dans tous les cas. L'imitation n'est certes pas une nouveauté. Tous les grands inventeurs ont imité les découvertes de leurs prédécesseurs pour aboutir finalement à quelque chose de nouveau. Tous les enfants imitent le monde qui les entoure. Le malheur, c'est que la plupart d'entre nous imitent de façon totalement aléatoire, sans modèle précis. Nous grappillons au hasard chez l'un et l'autre et laissons passer un trait extrêmement important chez une troisième personne. Nous imitons un peu de bon ici et un peu de mauvais là. Nous essayons d'imiter quelqu'un que nous respectons, mais nous nous apercevons que nous ne savons pas vraiment comment reproduire ce qu'il fait. La chance arrive quand on s'est préparé à saisir l'occasion. Ce livre doit être pour vous un guide de l'imitation consciente et précise. Mon expérience de l'imitation de la réussite m'a appris que les conduites que nous considérons parfois comme l'apanage d'intelligence supérieure sont en fait à la portée de tous ceux qui savent imiter efficacement. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez que les individus qui dominent notre civilisation sont ceux qui sont passés maîtres dans l'art d'imiter. C'est ce que font les fabricants d'images de la publicité ou de la politique.
Je ne nie pas l'existence des enfants prodiges ou des êtres génétiquement doués. Je dis simplement qu'ils font certaines choses d'une certaine façon et que, si nous apprenons à faire comme eux, nous pouvons aboutir au même résultat. Le moyen d'y parvenir consiste à comparer à la leur la façon dont vous utilisez votre esprit et votre corps. C'est là que vous découvrirez ce détail qui change tout. Il y a seulement 4 ans, par manque d'action positive, j'avais fait de ma vie un drame permanent. Mon monde extérieur ne reflétait pas l'individu que je croyais être intérieurement. Je connaissais tous les outils, mais je ne faisais rien pour changer. J'étais extrêmement malheureux. Je pesais 15 kilos de trop et j'étais démuni à la fois spirituellement et matériellement. Je me sentais vide. Mes relations avec les autres étaient catastrophiques. Un beau jour, j'en ai eu assez de vivre ainsi et j'ai décidé de me consacrer à plein temps à l'étude de la réussite. Qui plus est, j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais appris et d'agir sur ce savoir. J'ai donc commencé à examiner les différences entre les gens qui se sentaient tout le temps heureux et moi. Au lieu d'aboutir à la conclusion habituelle selon laquelle les gens heureux étaient ceux qui avaient une meilleure conduite que la mienne, je leur ai posé des questions précises pour tenter de déterminer exactement ce qu'ils faisaient de leur corps et de leur esprit pour être toujours si heureux. J'ai découvert qu'ils géraient leurs impressions d'une façon différente de la mienne. J'ai adopté leur stratégie et, soudain, les plus petites choses m'ont rendu heureux. Grâce à leur manière de voir, j'ai appris à apprécier la vie. Commencez donc à penser en imitateur, à être sans arrêt à l'affût des modèles et des types d'actions qui produisent des résultats remarquables. Si quelqu'un accomplit une prouesse, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est « Comment s'y est-il pris ?» Je voudrais que vous traquiez la réussite, que vous guettiez la magie que recèle tout ce que vous voyez et que vous découvriez ce qu'il a produit afin de réussir à produire les mêmes résultats quand vous le désirez. Nous allons maintenant examiner ce qui détermine nos réactions aux différentes situations de la vie.